Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet de santé vraiment important, la bronchopneumopathie chronique obstructive, plus connue sous le nom de BPCO. On va s'intéresser au moment le plus critique de cette maladie, la crise, ce qu'on appelle l'exacerbation aiguë, et surtout, comment on s'en sort. Respirer. C'est un geste qu'on fait des milliers de fois par jour, sans même y penser. C'est la base de la vie. Et pourtant, pour des millions de personnes, chaque inspiration, chaque souffle est un véritable combat. C'est le quotidien de ceux qui vivent avec une BPCO. Alors pour y voir plus clair, voilà le programme. On va commencer par poser les bases. Qu'est-ce que la BPCO en tant que maladie de fond? Ensuite, on plongera au cœur de la crise, l'exacerbation. Puis on verra comment on la diagnostique, comment on la traite en urgence. Et pour finir, le plus important, comment la prévenir pour mieux vivre au jour le jour. Allez, c'est parti pour notre première étape. Pour vraiment saisir ce qu'est une crise, il faut d'abord comprendre le terrain sur lequel elle se développe. La BPCO, c'est une maladie qui s'installe et qui dure. Alors la BPCO, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est une maladie inflammatoire chronique des poumons. Le mot-clé à retenir, c'est obstructive. Ça veut dire que l'air a de plus en plus de mal à circuler et surtout à sortir des poumons. Et le vrai problème, c'est que cette obstruction, elle n'est pas complètement réversible. C'est une dégradation lente mais progressive. En fait, sous le terme BPCO, on trouve principalement deux pathologies qui cohabitent souvent. D'un côté, il y a la bronchite chronique. Ça, c'est quand on tousse et qu'on crache quasiment tous les jours, pendant au moins 3 mois par an, et ce sur plusieurs années. De l'autre, il y a l'emphysème. Là, c'est plus profond. C'est la structure même du poumon qui est touchée. Les petites alvéoles, là où l'oxygène passe dans le sang, sont détruites. Le poumon perd son élasticité, un peu comme un vieux ballon. Et la cause de tout ça? Dans l'écrasante majorité des cas, il n'y a pas de débat. C'est le tabac. Bien sûr, d'autres facteurs peuvent jouer un rôle, comme l'exposition à des poussières au travail ou des infections répétées, mais le tabagisme est vraiment l'ennemi public numéro 1 du poumon. On arrive maintenant au cœur du sujet, la crise, qu'on appelle plus précisément une exacerbation. C'est l'événement aigu, brutal, qui vient faire dérailler un état chronique qui était plus ou moins stable. Mais alors comment est-ce que ça se déclenche? Qu'est-ce qui fait que, d'un coup, tout s'emballe? C'est vraiment un point de bascule où parfois la vie ne tient plus qu'à un fil. Le plus souvent, le coupable, c'est une infection qui vient se greffer sur des poumons déjà très fragiles. Une surinfection des bronches, que ce soit par un virus ou une bactérie, c'est la cause la plus fréquente. Mais ça peut aussi être une pneumonie, un gros pic de pollution ou même l'arrêt d'un traitement, bref, tout ce qui peut mettre le feu aux poudres. Et là, attention, c'est absolument crucial. Il y a 3 signaux d'alarme, un trio de symptômes qu'on appelle la triade d'Antonisen, qui doivent immédiatement alerter. Premièrement, l'essoufflement, qui devient bien pire que d'habitude. Deuxièmement, les crachats, qui deviennent beaucoup plus abondants. Et troisièmement, leur aspect. S'ils changent de couleur, s'ils deviennent jaunes ou verts, c'est le signe quasi certain d'une infection. Bon, une fois qu'on suspecte la crise, il faut tout de suite évaluer sa gravité. Et pour ça, on doit regarder ce qui se passe à l'intérieur du corps. La mécanique de la crise est terrible. Pour essayer de faire rentrer de l'air, le corps se met à utiliser tous les muscles qu'il peut, ceux du cou, des épaules, mais le diaphragme, qui est le muscle principal de la respiration, finit par s'épuiser. Et quand il fatigue, c'est la catastrophe, les échanges gazeux ne se font plus correctement. Résultat, le sang manque d'oxygène, c'est l'hypoxémie, et en même temps, il s'accumule un déchet toxique, le dioxyde de carbone, c'est l'hypercapnie. Face à un tel tableau, il n'y a pas une minute à perdre. La prise en charge doit être immédiate. C'est une véritable course contre la montre. Le traitement d'urgence, c'est une attaque sur plusieurs fronts en même temps. D'abord, on donne de l'oxygène pour corriger le manque. Ensuite, on utilise des aérosols de bronchodilatateurs pour essayer de rouvrir les bronches. On injecte des corticoïdes par voie intraveineuse pour calmer l'inflammation qui est énorme. On ajoute des antibiotiques si on pense que c'est une bactérie qui a tout déclenché. Et très vite, la kiné respiratoire entre en jeu pour aider à désengombrer les poumons. Alors, un point super important sur l'oxygène. On pourrait se dire, il en manque, donc il faut en donner au maximum. Eh bien, c'est plus compliqué que ça. L'objectif n'est pas de viser 100% de saturation. On se fixe une cible bien précise, entre 88 et 92%. Pourquoi? Parce que chez ces patients, le cerveau s'est habitué à un taux de CO2 élevé. Si on donne trop d'oxygène d'un coup, on risque de casser leur commande respiratoire. C'est un équilibre très délicat à trouver. Regardons un peu les médicaments de plus près. Pour ouvrir les bronches, on a les bronchodilatateurs, comme les bêta-2-mimétiques ou les anticholinergiques. Pour l'inflammation, on utilise des corticoïdes puissants en intraveineuse, comme la méthylprednisolone. Et pour l'infection bactérienne, on choisit souvent un antibiotique à large spectre, comme l'association amoxicilline acide clavulanique, que beaucoup connaissent sous le nom d'Augmentin. Voilà, une fois la tempête passée et la crise est surmontée, tout l'enjeu devient d'éviter la prochaine. La gestion au quotidien, c'est ça, la vraie clé.
Et pour ça, il y a plusieurs piliers incontournables. Le premier, le plus important, c'est l'arrêt total et définitif du tabac. C'est non négociable. Ensuite, les vaccinations, contre la grippe et le pneumocoque pour éviter les infections. Il y a aussi les traitements de fond avec des bronchodilatateurs qui agissent longtemps. La réhabilitation respiratoire, qui est une sorte de rééducation pour réapprendre à l'organisme à gérer l'effort. Et enfin, il faut traquer et éliminer tous les foyers infectieux qui pourraient traîner, comme une carie dentaire par exemple. Pour les cas les plus sévères, quand les poumons n'arrivent plus du tout à fournir assez d'oxygène au sang, même au repos, on doit passer à une étape supérieure, l'oxygène à la maison. C'est ce qu'on appelle l'oxygénothérapie de longue durée. On la prescrit sur des critères très stricts, mesurés par une prise de sang dans une artère, notamment quand la pression en oxygène, la PaO2, passe en dessous d'un certain seuil critique de 55 mm de mercure. Et attention, ce n'est pas juste un petit coup de pouce de temps en temps. Ce chiffre y parle de lui-même. Pour que ce traitement soit vraiment efficace, pour qu'il prolonge l'espérance de vie, il faut le suivre au moins 15 heures par jour, tous les jours. C'est un engagement énorme. Pour conclure, on voit bien que la BPCO est loin d'être une simple toux du fumeur. C'est une maladie chronique, sérieuse, et ces crises peuvent être mortelles. La gérer, c'est un marathon, pas un sprint. La vraie question que ça nous pose à tous, c'est est-ce qu'on est prêt à faire les changements nécessaires dans nos habitudes pour préserver ce bien si précieux qu'est notre souffle ?